In a few seconds. Ah, putain, le flux a été supprimé de LinkedIn. C'est quoi ce délire? Allô? Attends. Ouais. Bonjour. Oui, c'est là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live. Un live qui est dédié aux solutions workplace et aux solutions même de dirigeants d'entreprise. Et pour ce live, je suis très très heureux d'accueillir Didier Andrés. Didier est le fondateur de Ressuela. Alors j'ai mes notes, hein, je triche pas parce que j'ai pas de mémoire de dingue. Société spécialisée dans la formation, le conseil en système d'information, la gouvernance de données et l'intelligence artificielle. Depuis de nombreuses années, il accompagne les entreprises dans la compréhension, la structuration et la valorisation de leurs données afin de les aider à prendre de meilleures décisions et d'en tirer pleinement parti des opportunités offertes par le numérique et l'IA. Dans un contexte où les données sont devenues un actif stratégique pour les organisations, Didier apporte une vision à la fois technique, pragmatique et orientée résultat. Avec lui, nous allons parler d'un sujet qui concerne aujourd'hui toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Didier, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi. Je vais te laisser maintenant te présenter, nous raconter ton parcours, ton activité. Et après, on déroulera en tout cas ce live pour vous éclairer un peu sur l'IA, sur la data, sur les formations que Didier aujourd'hui met en place pour vous aider au quotidien dans l'activité ou le business pour le rendre plus efficient. À toi, mon cher Didier. À moi. Donc voilà, je vais quand même me présenter un tout petit peu. Alors, Didier, c'est mon prénom, Didier Andrés. Je suis né à Paris et donc évidemment c'est à Paris que j'ai fait mes études de mathématiques jusqu'à DEA, un diplôme qui n'existe plus. Et puis ensuite, j'ai pratiqué mon doctorat directement à Moscou. Et de Moscou, je suis parti ensuite à Berlin faire un deuxième doctorat, cette fois-ci en linguistique et spécialisé en linguistique. Et comme évidemment c'était assez spécifique cette constellation, je me suis retrouvé à être confronté à la data. Et c'est dans la data que je suis tombé, un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, c'était la donnée. Résultat des courses, depuis 1992, je suis dans la donnée. Depuis 1992, j'accompagne, je travaille à l'université, je travaille un peu partout, je donne des conseils en entreprise, je fabrique des solutions, j'invente des nouvelles solutions, je fais du machine learning et puis de la formation tout autant. Hein, ça fait partie des choses. Et donc voilà, donc j'y travaille en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, en Pologne aussi. Voilà. Donc ça fait un petit paquet. Périmètre. Voilà, un bon périmètre. Donc voilà, donc la donnée, c'est en fait le point central de toute mon activité, de ce que l'on peut dire tout simplement, de la base de données toute simple, hein, toute bête, celle qui permet effectivement aux entreprises simplement de travailler, au data warehouse, celui qui va concentrer toute la data et qui permettra d'avoir en fait une espèce de richesse intérieure, parce que le data warehouse, c'est juste le cœur central de la data en entreprise. C'est celui qui permet d'avoir sans orientation une complétude et une information globale sur toute la boîte, qui permet effectivement, par exemple, de faire du data mining, qui va me permettre aussi le data mining qui va me permettre de découvrir des vérités qui me sont inconnues, tout simplement. Donc, je vois tout simplement, on a lancé, par exemple, un data mining sur un petit boucher industriel. Il a gagné 3 points de productivité. Chez nous, on l'a fait sur nous-mêmes, c'était 10 points de productivité. Enfin, une petite berline allemande, quoi. Sympathique. Et pour d'autres entreprises, ça veut dire tout simplement qu'on découvre subitement que les process de travail n'étaient pas aussi optimaux comme ils l'avaient pensé, ou que la manière de concevoir les choses n'était pas tout à fait adéquate. Parce qu'en fait, fondamentalement, en data, ce qui est le plus important, c'est de découvrir le vrai ou quelque chose qui s'approche du vrai. Parce qu'en fait, la vérité absolue, apparemment, ça n'existe pas. Par contre, quelque chose qui s'en approche, ça peut être tout à fait appréciable. Et de cela, on découvre des nouveaux concepts, des nouvelles choses, etc. Et donc, on répond à des questions. Par exemple, entreprise fournisseur de chez Airbus qui arrive et qui dit tout simplement, voilà, on a 4 forêts différents. Je veux savoir quel est celui qui est le plus efficace, quel est celui que je devrais acheter. Ben oui. Donc, en fait, 4 forêts à détailler. Premier, le chinois, le moins cher, celui qui coûte moins cher que le prix du métal. Et puis, il y a le français et l'italien qui sont à peu près de catégorie et de prix égaux. Et puis, celui qui est beaucoup plus cher, l'allemand.
en fait, on a découvert tout simplement que le plus efficace et le moins cher, avec évidemment des applicatifs de machine learning, enfin bref, on a découvert, quel était le collaborateur le plus efficace dans l'entreprise. Ensuite, on a pu découvrir quelle est la durée de vie en nombre de trous percés sur des plaques de tungstène, ce qui est quand même pas tout à fait, je veux dire, qui est quand même relativement cher. Donc, perdre une plaque de tungstène, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, de ce fait-là, ce sont des choses qui sont vraiment très, très, très importantes. Donc, ça a permis à l'entreprise d'économiser quelque chose comme 700 000 € en 12 mois. Une petite économie, ça. Une petite économie sympathique, oui. Toute petite économie sympathique. Et surtout, ça a permis au chef d'entreprise d'avoir une idée de comment il va acheter, de ce qu'il va faire, quelles sont ses sources d'informations, quel est le minimum de qualité qu'il se permette d'avoir, etc., etc. Dans un autre cas de figure, par exemple, c'est un logisticien relativement célèbre qui nous a demandé tout simplement quand est-ce qu'il faut qu'on change les roues de nos chariots, ceux qui transportent les paquets d'un endroit à un autre à l'intérieur du… Et donc voilà, on a pu découvrir que la durée de vie de ces petits trous était bien limitée, et en ayant découvert la durée de vie de ces petits trous, du coup, cette entreprise les change tout simplement avant qu'elles aient une grosse probabilité de casser. Parce que quand elles cassent, du coup, c'est tout le chariot qu'on ne peut plus utiliser, et c'est l'entrepôt qui est bloqué, tout simplement à 11 h du soir, au moment où il faut distribuer et les médicaments, ou alors les choses qui sont quand même tout à fait détestables. C'est juste un deuxième exemple. Un troisième exemple, par exemple, c'est le cas d'une entreprise qui nous a demandé, voilà, on a notre production, on voudrait bien avoir la qualité de nos marchandises produites toutes les nuits. Et à chaque fois, on aimerait bien être capable de dire quel est le lot que nous devrions contrôler en priorité, parce qu'en fait, ici, nous allons avoir une grosse probabilité d'avoir des choses qui sont de moins bonne qualité. Du coup, fondamentalement, on a été capable de leur dire, ça, ce sont les paramètres un tel, un tel, un tel. Si vous prenez ces 3 paramètres-là et que vous les combinez en ayant toutes ces informations qui sont nécessaires, évidemment, je simplifie quelque peu, mais à la fin du compte, c'était un peu de choses près ça, ce qui permettait à l'entreprise de dire très bien, du coup, voilà, j'ai cette configuration-là, ce lot-là, il va falloir le contrôler de manière absolue. Voilà. Ou alors, dans un autre cas de figure, c'était la CPAM allemande qui nous a tout simplement expliqué « Trouvez-nous les fraudeurs ». Parce que quand ils envoyaient un contrôleur pour les fraudeurs, l'Allemagne fonctionne exactement comme la France, les employeurs et les employés payent les caisses sociales. Problème, il faut qu'on trouve les fraudeurs. Donc, quand ils envoyaient un contrôleur, c'était 1 fois sur 10 qu'ils trouvaient un fraudeur. Maintenant, quand ils envoient un contrôleur, c'est 1 fois sur 3. Merci Didier. Ça représente un peu ce qu'on avait décidé d'un titre pour ce live qui était dirigeant, et le voici sur une mine d'or sans le savoir. Alors, que ce soit pour des contrôles que tu viens de citer, ou changement de roue, etc. C'est vraiment souvent, on est dirigeant, on doit prendre comment exploiter les données pour prendre la meilleure décision. Et c'est ce que vient de nous citer en exemple Didier. Et un grand merci en tout cas pour ces exemples que tu viens de citer. Ça pourra aussi éclaircir aussi ton activité, ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle de mode ou révolution. Alors, aujourd'hui, on en parle de beaucoup de choses. Il y a encore d'actualité qui se fait avec Anthropic et Claude, encore avec les États-Unis qui ont interdit aux entreprises étrangères d'utiliser, en tout cas, Anthropic. Et je voulais aujourd'hui des questions avec toi. Aujourd'hui, est-ce qu'on est face à une révolution? Alors, cette question va être un peu peut-être simple, mais une révolution comparable à celle d'Internet, l'IA. Pour reprendre un peu, si on rentre dans les cœurs de l'IA, pour ceux qui se posent encore des questions sur l'IA, sur cette révolution, sur cette mode. En fait, plus qu'Internet. Là, en l'occurrence, c'est sans doute plus de 90% de tous les jobs qui sont menacés. D'accord. OK. Tout simplement menacés. Ça ne veut pas forcément dire que c'est complètement négatif. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont menacés dans leur forme actuelle. Le sont-ils réellement? Je ne peux pas répondre complètement à cette question, c'est relativement difficile. Par contre, un fait c'est qu'ils sont tous menacés. Alors, du collaborateur, de l'ouvrier travaillant en usine qui va se faire remplacer par un humanoïde qui a déjà, par exemple hier, l'humanoïde qui a travaillé 200 heures dans une usine, tout simplement sans pause,
sans salaire, sans, Tout à fait. sans eau, sans pause café, sans pause cigarette, sans pause pipi. Rien de tout ça, 200 heures comme ça d'affilée. Bon, bah, c'est un danger et ça sous-entend effectivement qu'on va devoir repenser tous nos modèles sociaux. En parlant d'IA, mais tu as oublié, enfin aujourd'hui tu parles de l'entreprise, mais aujourd'hui toi ton cursus scolaire ou d'études est quand même important à citer également. Enfin, est-ce que tu n'en as pas parlé? Parce qu'aujourd'hui, quand on a beaucoup d'experts qui parlent d'IA et de solutions IA, mais toi aujourd'hui tu as quand même aujourd'hui en tout cas des diplômes qui attestent aujourd'hui et tu sais de quoi tu parles. Ben, j'ai 2 doctorats, surtout, Bah, et pas de doctorat en, comment dirais-je, enfin bon, de doctorat sciences dures, quelque peu, que j'ai quand même pris la langue par le côté, voilà, par le côté mathématique des choses, et c'est ce qui fait que, voilà, donc en d'autres termes, oui, enfin, je sais de manière précise ce que ça veut dire, oui. voilà, Exactement. merci. C'est important de spécifier ça. OK. Aujourd'hui, pour toi, une entreprise qui ignore ces sujets d'IA ou d'optimisation de données, qu'est-ce qu'elle risque? Bah, je vais juste lister une entreprise qui gagne plus d'argent avec la data qu'avec ce qu'elle est censée faire officiellement. Je vais juste prendre l'exemple de Meta. Bon, Meta, officiellement, oui, ça met les gens en contact, réseau social, blablabla. Bla, bla. Bon, blablabla, bla, bla, évidemment, puisque réseau social, est-ce que c'est vraiment social? J'en sais rien. Enfin, je ne fais pas attention de répondre à cette question, mais fondamentalement, ça n'a strictement rien à voir. Cette entreprise, comme Facebook, est censée gagner de l'argent avec de la pub. En fait, Hmm. la réalité est complètement différente. Elle gagne de l'argent avec de la data. Le groupe Meta, c'est le plus gros vendeur et le plus gros acheteur de données de la planète, tout simplement. Donc, de la donnée réelle, de la donnée volée, de la donnée acquise, de la donnée de toutes les manières. Enfin bref, je ne vais pas discuter de la légalité de tout ça. Enfin bref, c'est un fait. C'est le plus gros acheteur et vendeur de données de la planète. Et c'est D'accord. ça leur activité principale. Ça n'a strictement rien à voir avec la pub. La pub, c'est juste une portion congrue de cet ensemble-là. Hmm. Voilà. Et c'est un vecteur qui est extraordinairement dangereux en Hmm. soi. C'est juste un exemple. Je pourrais Oui, prendre l'exemple de la société chinoise Temu, hmm. qui gagne plus d'argent avec la data qu'avec les marchandises qu'elles vendent. D'accord. Ah, bah, ça, c'est important de le savoir, ça, tu vois. Je pense que tout le Oui, monde n'est pas forcément au fait de cette information. exactement. Donc en fait, il est probable qu'une entreprise qui oublie simplement de travailler avec la donnée soit perde en efficacité, soit perde des points de productivité, soit ne gagne pas l'argent qu'elle pourrait gagner tout simplement parce qu'elle ne fait Hmm. pas attention à sa clientèle, ou ne voit pas sa clientèle telle qu'elle est, ou ne la comprend pas tout simplement parce qu'elle ne regarde pas la data telle qu'elle est. D'accord. Bon, ça, c'est encore un des autres points. Donc ça, c'est Ou des erreurs alors, que tu peux observer. oui, En fait. Toi, dans tes clients, les entreprises que tu accompagnes aujourd'hui, c'est le genre d'erreur que tu observes, le fait de ne oui, pas faire oui, attention. oui, clairement. Mais dans tous les domaines, que ce soit dans l'industrie, où effectivement, bah, ce sont des erreurs de process qui font que ça coûte 10, 15, 20 kilos euros de plus ou de moins. Hmm. Et ce sont aussi, par exemple, des erreurs de vente ou des erreurs de ciblage, ou voilà, tout simplement. Il faut en revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est ben, je fais attention à tout et tout compte, tout simplement. Tout compte, la data compte elle aussi, et il est fort probable que dans la donnée, on y trouve beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on y croit, tout simplement. La plupart du temps, la donnée est un trésor inexploité. C'est une mine d'or inexploitée, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on est là et qu'on essaie en tout cas de sensibiliser les dirigeants d'entreprise ou en tout cas ceux qui sont en lien et qui utilisent ces données, en tout cas, leur permettre déjà de réfléchir. On n'est pas là pour, je pense que, enfin, pour donner des leçons, mais en tout cas pour vous faire réfléchir, de dire qu'aujourd'hui vous avez de la donnée qui est inexploitée dans vos systèmes, dans vos business. Et il Mhm. est temps de réfléchir et de dire comment on peut optimiser votre production, vos solutions. En tout cas, c'est comment optimiser réellement dans votre entreprise la donnée. Et c'est pour ça que Didier aujourd'hui est spécialiste de ça et peut clairement vous accompagner là-dessus. Merci Didier. Et une autre question. Aujourd'hui, si on arrive à se projeter, on sait que l'IA va très très vite et évolue très vite. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton business, dans la manière où tu accompagnes tes clients, si on se projette dans 5 ans, pour ceux qui
ne dit, bah, écoute, moi, les données, bah, c'est pas grave. Je veux pas, en tout cas, augmenter ma productivité ou peut-être autrement. Est-ce que pour eux, aujourd'hui, de dire, bah, en fait, je fais pas attention à l'IA, on va faire 100, on va pas faire de données. Qu'est-ce que tu en penses pour toi? Est-ce que c'est une erreur de ne pas faire attention à ça? Ou tu dis, voilà, tout simplement. Je peux citer une analogie avec le 19e siècle. Bah, fais-toi plaisir. On va prendre le maire d'un petit village alsacien qui a refusé d'avoir le train. Bon, l'arrière petit-fils de ce petit maire alsacien que j'ai pu rencontrer, puisque lui-même était maire du village en question. Voilà. D'accord. Et il dit, oui, la communauté de communes nous impose d'avoir la fibre. On dit non, n'est-ce pas? Bon. Ok. Oui. Oui. C'est pas la peine que j'en rajoute, je pense. Hein. En fait, Non. fondamentalement, c'est pas la peine d'essayer d'éviter. Celui qui ne l'aura pas, c'est celui qui ne gagnera pas, tout simplement. Voilà. Alors, on ne peut pas discuter, on ne va pas contre l'humain, on ne va pas Oui. contre la psychologie de l'humain, on ne va pas contre l'histoire, on ne va pas contre ce qui bouge les humains les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Ça n'existe pas. Toutes les expériences historiques ou politiques qui ont essayé de faire ce genre de choses se sont largement plantées. C'est pas la peine qu'on en parle, c'est normal, ça fait partie du jeu. Refuser, ça ne marche pas. Par D'accord. contre, accepter et embrasser et faire en sorte que ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, il y a ceux qui connaîtront l'IA et puis ceux qui ne la maîtriseront pas. Ouais. Ou ceux Ouais, non, qui c'est vrai que sont c'est les important. esclaves de l'IA. Ouais. Aussi, comme à l'époque, en tout cas du e-commerce, où moi j'ai eu la chance de travailler sur les sites, dans l'ancien site de Trois Suisses dans le Nord. Et c'est vrai que les anciens vendeurs à distance, qui étaient les ressources 3D, la ressource, la Redoute et bien d'autres, ont mis ou loupé le virage, en tout cas, de l'Internet ou du e-commerce, et s'en sont mordus les doigts, parce que forcément, tous les clients qui commandaient encore sur leur catalogue papier, mais qui n'étaient pas connectés avec le e-commerce, leur a fait perdre. Et ceux qui ont plus pris le virage du e-commerce, bah, aujourd'hui, on sait très bien que le e-commerce, alors j'ai plus les chiffres et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quand même des milliards d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires, tout confondu, sur les e-commerce. Et on le voit aujourd'hui, tu as cité Temu, Shein, il y a eu plein d'autres, qui aujourd'hui sont des acteurs, Amazon et bien d'autres. Le e-commerce a vraiment pris un essor. Moi, à l'époque, j'avais créé une boîte de e-commerce un peu en avance et c'était pas encore totalement ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, la traitement de données, c'est que je pense que la manière où on va mettre l'IA dans les entreprises, la manière où on va l'exploiter, l'utiliser, et forcément la question se pose par rapport à l'humain. Est-ce que, et on entend tout, j'entends encore à la radio, on dit que l'IA, oui, va supprimer des postes, mais on va en créer aussi pas mal d'autres à côté. Et la transition, on va être sur la data, c'est qu'aujourd'hui, c'est un trésor un peu caché des entreprises. Aujourd'hui, quand tu fais un audit ou tu as un client, en tout cas un prospect arrive chez toi, une entreprise, quand tu commences, qu'est-ce qui te frappe le plus aujourd'hui quand tu commences une mission pour un client? Si ça te, En enfin, fait, la plupart du temps, ce qui se passe, du coup, on fait un audit, on regarde déjà pour commencer, et quand on regarde, du coup, on découvre des choses qui n'étaient même pas dans l'idée de ce qui se passait effectivement dans l'entreprise, et on découvre subitement, ah, ok, d'accord, très bien, il y a encore un petit paquet qu'on pourrait encore faire, etc. Donc, le boulot est absolument monstrueux, il y a des tonnes et des tonnes de travaux à faire, enfin, c'est d'une grande quantité. qui Donc, en d'autres t'appelle? termes, oui, pardon? Qui t'appelle? Les dirigeants directement d'entreprise ou le DAF ou qui t'appelle en général? En général, c'est un exemple. Je sais que toutes mes fiches de paye sont fausses. J'ai besoin d'aide. D'accord? Très bien, on y va. Bon, on sait de toute façon que beaucoup de fiches de paye produites par les logiciels ne sont pas exactes. Je ne Hmm. veux pas dire fausses, mais ne sont pas complètement exactes. Parce que tel et tel paramètre a été oublié ou du moins compté et ne devrait pas. Enfin bref, ça ne se voit pas forcément. C'est un fait. Et la fiche de paye française est un peu compliquée quand même. Quand je compare avec la fiche de paye Oui, allemande, du coup, oui. voilà, donc la fiche de paye allemande, c'est juste 3 lignes, hein, entre 3 et 5 lignes, et pas plus que ça. Voilà, donc la Je fiche de sais plus, paye je crois qu'il y a trop française, de lignes. On les compte plus les lignes sur les fiches de paye françaises. oui. Je compte pas les lignes, mais enfin, c'est rigolo. C'est très rigolo. Donc, voilà, ils nous appellent, on fait le constat que c'est le fait, et une fois qu'on a eu fait une I, oui, effectivement, elles sont toutes fausses. D'accord, donc du coup, ils se retournent contre
l'entreprise qui lui a fourni le logiciel et fait le logiciel pour cette entreprise en question. Et quand il se retourne, du coup, il découvre, oui, mais en fait, d'accord, merci beaucoup, on a encore un autre problème. On a telle et telle difficulté, on a telle et telle autre difficulté. Ça, finalement, on pourrait peut-être le résoudre. Et en fait, finalement, en faisant les listings, on découvre qu'on a des tonnes de choses. Il fait, bon, va très bien, on commence par quoi? Qu'est-ce qui vous coûte le plus d'argent? Tu creuses, en fait. En fait, tu rentres en général pour un sujet et en fait, tu te rends compte que tu vas après sur d'autres sujets ou d'autres problématiques que Oui, rencontre tout à fait. l'entreprise. Donc, en Ouais. d'autres termes, quand on rentre en relation avec un client, la plupart du temps, ça ne se termine pas en 6 semaines, ça se termine en beaucoup plus longtemps. Et en fait, l'entreprise gagne beaucoup plus que nous au niveau. Oui, non, c'est sûr. Oui, non, mais justement, en fait, le fait de passer par toi, et aujourd'hui, on est là pour toi. Enfin, aujourd'hui, je ne cache pas, aujourd'hui, ce live est là pour mettre en avant, en tout cas, les partenaires et les solutions qui vous permettent d'optimiser soit vos productions, soit de mettre en avant l'humain ou de faire gagner du temps et surtout un peu d'argent. Vas-y, c'est le cœur du métier aujourd'hui avec une situation économique qui n'est pas simple. Tout est bon, en tout cas, pour aller chercher des économies dans le fonctionnement d'une entreprise. Et Oui, justement, quand ils font appel à toi, une fois qu'ils ont fini, on a bien compris que les missions peuvent durer de 6 semaines à beaucoup plus longtemps et que tu as accompagné des hôpitaux, des banques, et tu continues à encore accompagner en tout cas des grandes structures. Pour elles, en fait, quand ils ont fini la mission, elles se rendent compte que, comme tu as dit, elles gagnent beaucoup, elles gagnent plus d'argent que toi, tu ne peux en gagner, parce que toi, forcément, ils te payent pour une prestation, mais au final, eux, le ROI, en tout cas, de la prestation, est plus que gagnant. Oui, clairement. Juste un exemple, là, une entreprise vient, on veut supprimer des pipelines qui nous coûtent 100 000 euros de licence par an. On va leur coûter 40 000 une fois, et eux, ils ont gagné 100 000 tous les ans. C'est ça. Oui, C'est à non, peu mais près ça. c'est ça. Oui. Non, mais j'ai un partenaire aussi, pareil, il vient analyser les déclarations URSSAF et en fonction de ce qu'il trouve, il peut faire gagner des fois jusqu'à 300 000 euros, voire plus à l'année. Et du coup, c'est un peu la surprise. Lui se rémunère bien sûr sur les économies réalisées, mais au final, J'ai pas encore eu cette idée-là, mais je crois que je pourrais bien commencer à le faire. Oui, tout à oui, fait. c'est un sujet. La masse salariale est un grand sujet en France. De toute façon, Oui, c'est le premier poste de dépense dans une entreprise, c'est la masse salariale. Après, oui, le deuxième, c'est tout ce qui est lié à l'environnement de travail, ça veut dire les baux, l'immobilier, les achats, les flottes auto et j'en passe. C'est le deuxième budget. Donc d'accord. forcément, quand tu t'attaques au premier budget qui est la masse salariale, si tu arrives à faire des économies, pour l'entreprise, j'ai aussi suivi dans les collectivités. C'est qu'aujourd'hui, vu que c'est en lien, les collectivités aujourd'hui ont moins d'argent de l'État, donc c'est là aussi une piste d'économie d'aller chercher un peu des sources, en tout cas, de réduire les dépenses, concrètement. Je vais trouver mes mots, Oui. voilà. Mhm. C'est ça, les entreprises, bon, voilà, aujourd'hui, on l'a dit, de toute façon, les entreprises, elles ont... Est-ce qu'elles sont réellement conscientes aujourd'hui de la valeur de leurs données aujourd'hui? Enfin, à t'écouter, non. En fait, C'est tout à fait variable. C'est tout à fait variable. Il y a l'entrepreneur qui dit tout simplement, qui nous contacte et qui dit mes collaborateurs produisent 20 heures d'heures supplémentaires toutes les semaines. Venez leur faire une formation Excel. Je dis mais on n'est pas fait pour ça. Bon, d'accord, ok. J'envoie donc un collaborateur faire la formation Excel. Il m'appelle et il fait Didier, tu viens tout de suite ou hier? Bon, du coup, j'y vais. Et en fait, il s'avère que l'entreprise fabriquait dans les faits une vingtaine d'heures supplémentaires toutes les semaines. Vraiment toutes les semaines. Donc, en d'autres termes, c'est une petite entreprise suisse, hein, donc elle aussi, elle a besoin de faire d'argent. Et bon, juste après cette opération, sur les 13 collaborateurs qui étaient là normalement pour faire du commerce et qui produisaient des heures sup sans produire de chiffre d'affaires complémentaire, maintenant, il n'y en a plus que 11, puisqu'il y en a 2 qui ont démissionné puisqu'ils ne travaillaient plus avec leurs anciens outils, ils n'ont pas supporté. Et quant aux 11 qui restent, eux, maintenant, gagnent des commissions, et des commissions, et des commissions. Ils ont pu augmenter leur salaire sans faire d'heures supplémentaires, ce qui est tout à fait appréciable. Et l'entrepreneur, lui, il est gagnant, il a doublé son chiffre d'affaires en 2 ans. Justement, tu me parles de gains aujourd'hui. Alors, je pense que les gains sont relatifs à l'activité, au sujet que tu vas traiter chez eux. Oui. Mais concrètement, aujourd'hui, qui fait une entreprise peut espérer en gain
Est-ce que tu as un exemple concret de gain apporté à une entreprise? Voilà, tu viens de le citer, mais est-ce que tu as un autre cas concret de gain apporté à la suite de ton passage? Oh là, j'en ai beaucoup. On va les J'en limiter quand Oui, oui, on va les limiter. J'en ai quelques-uns quand même, hein. Ben, par exemple, cette entreprise qui fait de la chimie et qui justement ne comprenait pas, voulait connaître exactement quelle était. Ils voulaient fabriquer en fait une matrice de tous leurs achats. Et donc, ils D'accord. avaient toujours des achats trop importants dans certains cas, trop peu importants dans d'autres. Et finalement, ils se retrouvaient à avoir des ruptures de chaîne. Voilà. Donc là, du coup, avec un petit peu de machine learning et d'intelligence, on a réussi à faire en sorte que maintenant, il n'y a plus de rupture et que du coup, pour eux, ils arrivent à tout produire beaucoup plus rapidement. Ça leur a fait économiser quelque chose comme 200 000 euros d'immobilisation, enfin de marchandises en transit tous les mois. Donc, c'est 200 000 euros qui maintenant sont investis autre part, tout simplement, qui ne sont plus nécessaires. Un bon exemple concret. Merci C'est très Didier. concret. Ouais. Oui, bah oui, on ne peut pas plus concret. Aujourd'hui, en termes d'application, c'est comment une PME, alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça touche, ça touche toute entreprise? Est-ce qu'il y a un minimum d'entreprise? Est-ce que ça peut toucher, tu as parlé de boucher. Est-ce que une entreprise, un boulanger, un boucher, est-ce qu'il y a un minimum de salariés, un minimum d'activité? Ou lors de nos premiers échanges, tu me parlais de la donnée d'un four, d'un boulanger. Et est-ce que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de minimum? C'est que toi, il y a de la donnée dans quasiment tout. Il y a donné dans quasiment tout, sauf que si le chef d'entreprise n'a pas conscience qu'il y a de la data, que lui, juste il regarde, il a le nez dans le guidon et juste le nez dans le guidon, on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit, parce qu'il nous faut au moins sa collaboration, au moins. Il faut qu'il mette qu'il a besoin et qu'il veuille faire quelque Oui. chose. Le fait d'admettre, c'est déjà un point. Et puis ensuite, constater que oui, effectivement, il y a des choses. Je dirais, pour un vendeur de saucisses sur un coin de rue qui est en micro-entreprise, je n'ai aucune utilité. Il n'a pas besoin de moi. De toute façon, bon, il vendra plus de saucisses au black que moi, j'arriverai à l'aider. Qu'il les vende et, et qu'il fasse sa vie du moment que ses enfants en profitent, j'ai rien contre. Ah si, j'ai quelque chose au compte, bien évidemment, parce que c'est pas OK. Mais bon, trotzdem, j'oublie l'aspect social. Une entreprise est là pour fabriquer, comment dirais-je, répondre à des obligations sociales. Et les obligations sociales des entreprises, c'est juste normal. Ça fait partie de notre contrat social européen, point barre. On ne peut pas discuter. Donc, pour un vendeur de ceci, je n'ai aucune utilité. Mais pour un petit magasin avec une dizaine de collaborateurs, pour une petite usine ou une petite industrie, ou, comment dirais-je, par exemple, un service avec de la logistique, non? Ou alors un transporteur qui a juste 2-3 camions et qui veut faire en sorte d'économiser ses chemins, en assez peu de temps, on est capable de lui faire éviter toutes les routes inutiles et de lui fabriquer un petit logiciel qui lui permettra effectivement de pouvoir déplacer de manière plus intelligente son travail et gagner plus de sous, ou moins en perdre, du coup, tout simplement. L'optimisation des tournées. Ouais, l'optimisation des tournées transporteurs, ça, c'est pour avoir bossé, travaillé pendant des années chez un transporteur ou chez des transporteurs. Oui. C'est vraiment un vaste sujet et souvent, c'est quand même un gros travail qui est assez chronophage dans l'optimisation, l'organisation d'une tournée pour qu'elle soit la plus efficiente possible. Surtout aujourd'hui, même si là, en France, je sais, les prix du carburant vont diminuer. On ne va pas dire revenir à la normale parce qu'il n'y a plus de normalité dans le prix du carburant. Aujourd'hui, on est à 1,90 en France et on est pour être rond, on est le 17 juin. Vous voyez, donc 17 juin, j'ai vu encore les tarifs à 1,90. Bref, ça reste pour une entreprise une ligne de coût assez importante. Donc forcément, pour ceux qui ne sont pas en véhicule électrique, mais pour ceux qui sont en tout cas en véhicule thermique, ça coûte encore. C'est un gros poste, en tout cas, de coût Oui, dans les entreprises. et pour ceux qui sont en électrique, se posent d'autres questions tout autant. Donc, du coup… Pareil, parce que forcément, qui dit batterie dit optimisation de la tournée, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que la personne puisse faire le trajet et après, il y a un moment de temps de recharge également pour mettre à fond les batteries pour repartir tranquillement. Et c'est vrai que là, pareil, c'est une autre optimisation, une autre réflexion quant à l'organisation des tournées. Là-dessus, Tout à fait.
Mais ça, c'est déjà un point. Donc, pour ça aussi, on peut être efficace, évidemment, et être très utile. Oui. Aujourd'hui, on a parlé justement du vendeur de saucisses, mais si on commence d'une TPE et PME, est-ce que, est-ce que aujourd'hui, elle doit utiliser des outils particuliers pour l'aider, ou c'est toi qui arrives avec tes propres outils, ou d'elle-même, elle peut dire, mais si j'utilise certains outils, ça peut m'aider déjà à optimiser mon. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs IA qui sont connus, mais est-ce qu'elle peut utiliser de l'IA aujourd'hui quelle IA peut utiliser pour optimiser son Alors, business? une TPE n'a pas forcément besoin d'IA pour aller optimiser son business. Elle a surtout besoin de règles strictes et tout simplement d'une organisation spécifique et du moins d'améliorer en fait tout simplement l'organisation spécifique qu'elle a. Parce que toute Ouais. entreprise a une culture et sa culture doit être à minima respectée, tout simplement. Si ce n'est D'accord. pas le cas, du coup, ça n'a aucune chance de fonctionner. On ne va pas contre l'humain, jamais. C'est pas possible. Donc, si la culture n'est pas respectée, du coup, ça ne marchera pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est respecter la culture d'un côté et initier un tout petit peu de changement. Et ce tout petit peu de changement permet de gagner déjà des points de productivité. Et de petit à petit, on arrive à transformer complètement les choses et à faire en sorte que ce soit plus efficace. Plus efficace, donc moins de frais, plus de gains, ou moins de frais et plus de temps pour le travail, tout simplement, petit à petit. Mais ce n'est pas faisable comme ça en une fois. Pour ce Hmm. qui est de l'IA en tant que telle, avec je cherche des solutions, TPE n'en a relativement rarement besoin. Par contre, le machine learning, c'est déjà de l'intelligence artificielle. C'est Hmm. déjà de l'intelligence. Donc, je suis obligé de dire oui, bah oui. Donc, si on a une petite industrie avec des achats et puis des ventes et puis tout un tas de choses, il est clair qu'on peut avoir besoin, effectivement, dans ces conditions, d'un peu de ce machine learning. Si on en fait, bah, on fait déjà de l'IA. Donc, ils n'ont pas besoin d'outils. Nous, on a tout ce qu'il faut. On est capable parfaitement de le faire à partir de données brutes, tout simplement. On travaille à partir des données brutes. C'est ce qui est le plus important parce que les données brutes, au moins, elles ne racontent pas d'histoire, elles n'ont pas été transformées, elles sont là telles quelles et on les récupère telles quelles pour faire exactement ce qui est nécessaire. Comment Mais tu les parlais de, outils, on peut les ouais. fabriquer s'il faut, oui. Tu parlais de culture justement, et j'avais une question concernant un peu, voilà, toi qui navigues sur différents pays d'Europe et qui aujourd'hui, tu arrives aussi à voir les différentes cultures. Est-ce que il y a une différence entre l'Allemagne et la France, même si on sait que souvent tout le monde utilise un peu les mêmes outils, ChatGPT, Gemini, Claude. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises françaises ou les entreprises allemandes ou d'autres entreprises que tu peux voir dans le pays, il y a une différence aujourd'hui dans cette prise de conscience de De l'importance de la data la data, oui, la donnée? ou de la dépendance intellectuelle par rapport à ces outils ou pour tous ces aspects-là, les Européens sont relativement assez similaires. Il y a assez D'accord. peu de... Voilà, donc il y a ceux qui ont conscience que la donnée est stratégique. Donc il y a ceux qui commencent à comprendre qu'il faut véritablement que nous, Européens, prenions les choses en main, point barre. Et c'est-à-dire prendre les choses en main, c'est-à-dire organiser nous-mêmes les choses pour que ça ne sorte plus du continent. Donc ça, il y a évidemment ces gens-là. Il y a ceux qui n'ont strictement aucune conscience de ça. Ils disent, ah bah de toute façon, je les ai déjà donnés il y a 20 ans, donc je peux continuer. Hmm. Les utilisateurs, comment dirais-je, classiques, des outils classiques tout simplement, de réseaux sociaux. Et puis, il y a ceux qui, comment dirais-je, commencent à comprendre et commencent à les utiliser. Et puis, il y a ceux qui sont complètement esclaves de ces outils-là. Par exemple, qui demandent à ChatGPT, euh, tu crois que si ma maman, pardon, tu crois que ma maman m'aime parce que si jamais ta, etc. Enfin bref, ce genre de petites choses. Je dis ça pour une enfant ou un enfant, hein, mais bon, c'est absolument égal. Il y a des gens qui sont Hmm. capables d'aller demander à Bien ChatGPT sûr. d'aller résoudre un problème de couple, tout simplement, Non, mais il y en n'importe a quoi. qui prennent ChatGPT pour quel voyage, ou j'en ai encore vu ce matin à la radio. Il y en a un qui a mis ses critères de choix de vie, et c'est lui a donné sa prochaine. Enfin, du coup, c'est lui a conseillé d'aller vivre, alors je ne sais plus dans quelle ville, j'ai oublié dans quelle région de France, et il y est allé. Et aujourd'hui, il est heureux. Bon, en fait, il a demandé à ChatGPT de choisir pour lui la ville où il devrait habiter. D'accord. Il y Voilà. a même un Américain cette fois-ci qui a carrément demandé à ChatGPT de régler pour lui
les fameux petits chats pour qu'il se trouve une femme. Voilà, donc du coup, il est allé sur Tinder, il s'est inscrit là-bas, et, et le chat, c'est pas lui qui les a fait. Donc en fait, les nanas, les femmes ont tapé, mais lui, c'était une machine, c'était pas lui. Et puis à la fin, il a choisi, voilà, n'importe quoi. Oui, mais c'est comme à l'époque. L'exemple. C'est comme à l'époque, je remonte à loin, c'est ceux qui, pareil, sur les sites de rencontres, mettaient pas la vraie photo et quand tu arrives en réel devant la personne, il y a une différence de 20, 30 ans ou 20, 30 kilos, je sais pas, ça dépend en tout cas du cas, mais souvent tu te rends compte en face d'une personne qui est pas celle avec laquelle tu échangeais ou qui tu pensais échanger. Alors, au-delà de l'aspect physique, souvent on peut s'attacher avec une discussion ou des points communs, mais si tu commences déjà par là à pas donner la vérité ou dire clairement à quoi tu ressembles, bon, je pense que déjà la relation est faussée. Et je pense que aujourd'hui, l'IA peut grandement aider, te faire gagner du temps, mais il y a des limites. Je pense qu'il y a des limites dans l'utilisation, dans les limites de ce qu'on peut faire avec. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de 900 millions de personnes qui utilisent l'IA, soit correctement, soit, comme tu dis, pour poser des questions complètement. Et en plus, les prompts, souvent, sont souvent il n'y a même pas de prompt engineering, on utilise les prompts aide-moi à faire ça, aide-moi à faire ci, et donc moins on en demande, moins elle en fait, l'IA, elle est comme ça, elle est un peu feignante, et donc c'est vraiment de l'utilisation basique, mais comme tout outil, voilà, c'est une technologie qui est arrivée, qui se développe très rapidement, mais l'accompagnement à la formation, à cet outil, à cette technologie, Elle n'est pas là, non. n'est pas là. Et en plus, elle est très dangereuse. Par exemple, hein, entre 20 et 30% des jeunes de 20 à 25 ans en Allemagne demandent à Grok ce qu'ils devraient voter. Je ne vais pas dire à qui appartient Grok, mais bon, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, donc je n'ai pas de commentaire à rajouter. Ça n'est pas possible, tout simplement. Non, mais je suis entièrement d'accord. Donc en fait, les Européens sont à peu près tous pareils dans ce domaine-là. Et du coup, il y a ceux qui l'utilisent convenablement, qui savent écrire un prompt dans un chat pour obtenir un résultat, et ceux qui ne le savent pas. Ceux qui savent faire en sorte d'obtenir un code déjà construit pour un module qu'ils vont mettre en Python et qui vont arranger avec un autre, par exemple avec Claude, du coup, et puis ceux qui ne le savent pas. Il y a ceux qui vont pouvoir fabriquer directement un logiciel en ayant leur fameux petit module écrit en Python, et ceux qui ne le savent pas. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. En d'autres termes, ça veut dire que plein de juniors ne sont plus nécessaires. Donc, c'est l'expérience que j'ai eue il y a encore quelques semaines, où j'ai demandé à, comment dirais-je, à un organisme qui fait de la formation des Atsubi, on dit en Allemagne, en France, ce sont les apprentis. Et du coup, je lui ai demandé deux Atsubi qui font de la programmation, du développement. Il m'a fait, mais pourquoi vous les prenez? Ils ne vont pas vous servir à grand-chose. Vous avez Claude. J'ai fait, si je les prends, comment je vais avoir mes seniors après? Si je ne les prends pas, je vais avoir comment mes seniors? Je n'aurai pas de seniors si je n'ai pas de juniors. Je n'ai pas de bois sec si je n'ai pas de bois vert au départ. Tout simplement. Ok. Donc ça veut dire en d'autres termes que oui, il y a plein de jobs qui deviennent complètement inutiles, tout simplement. Comme développeur débutant, c'est inutile. Mais un développeur débutant, c'est utile pour pouvoir fabriquer quelqu'un de plus capé un peu par la suite. Donc, autrement dit, on ne le prend pas parce qu'il nous apporte quelque chose, on le prend pour une autre raison, tout simplement parce qu'on va avoir un senior sous peu et que sans senior, on n'y arrivera pas, tout simplement. Je suis d'accord. On a présenté, en tout cas, ton activité, l'intérêt, en tout cas, de traiter, en tout cas, d'utiliser sa donnée, sa data dans l'entreprise. Et pour moi, il y avait un aspect aujourd'hui, dans le cadre de ton activité, de ton business, tu as mis en place des formations. Donc, je vais te laisser, en tout cas, expliquer tes formations, pourquoi tu as créé ces formations et à qui elles s'adressent. Et après, on continuera, en tout cas, de développer autour de ça, mais qu'est-ce qu'on va apprendre réellement si on suit ces formations? Et on va expliquer, on va même vous donner les coûts, si Didier veut bien les donner, on verra si vraiment il y a peut-être une offre ou une surprise. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Si moi, je suis dirigeant d'entreprise et que je veux réaliser cette formation, qu'est-ce que je peux en attendre? En quoi ça va, en tout cas, quel est le gain de faire cette formation?
À combien de personnes c'est limité également pour que ça soit le plus efficient possible? Puis comment ça fonctionne pour le financement? Voilà, je t'ai balancé toutes les questions comme ça. Je te laisse y répondre. Alors, d'accord, très bien. Bon, bah, du coup, euh, OK, let's go. Il y a effectivement, bon, bah, chez nous, évidemment, on peut faire de la formation, évidemment. On peut faire de la formation IT dans tous les domaines IT, c'est-à-dire aussi bien de la business intelligence que du data warehousing ou ce genre de choses. Enfin, il n'y a aucune difficulté. On a les compétences. Donc, du coup, pourquoi ne pas les donner ou les proposer? Donc, ça, il n'y a pas de difficulté. Par contre, du fait de nos activités de consulting comment dirais, en machine learning, en data mining, en business intelligence, enfin bref, tous les domaines qui ont trait en fait à la data, bah, du coup, on s'est aperçu fondamentalement qu'on avait besoin de faire passer d'autres messages qui ne sont pas forcément complètement inclus à l'intérieur. Et le message suivant, c'est j'ai de la donnée, je dois la respecter, je dois faire en sorte d'en faire un capital, de comprendre ce que ça veut dire et de l'exploiter. Mais de l'exploiter dans les règles de l'art, c'est-à-dire de l'exploiter en respectant le droit européen, tout simplement, et en ayant, comment dirais-je, une certaine fibre éthique qui fait que on exploite la donnée de manière propre et pas comme certains le font de l'autre côté de l'Atlantique ou en Chine ou encore autre part. Donc pour nous, c'est assez fondamental de le faire. Donc voilà. Donc on a mis en place un certain nombre de formations que vous ne trouverez évidemment nulle part ailleurs, puisqu'en fait, ils ont été directement écrits par moi-même, tout simplement, où on y met un côté, le data management tel qu'il doit être construit selon les normes internationales, où j'explique très exactement ce que ces normes veulent dire, ce qu'elles impliquent, surtout ce qu'elles impliquent de positif, et ce qu'il faut faire effectivement pour pouvoir les respecter. Ce qui n'est pas franchement très compliqué. Et ensuite, on passe au deuxième volet de la formation qui nous dit tout simplement, très bien, quand on les a respectés, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en valeur, les monnayer et ensuite les enrichir pour avoir des avantages concurrentiels, des avantages effectifs, comprendre mieux la clientèle, mieux arriver chez le client ou chez le prospect, tout simplement, être capable de mieux négocier les choses, comprendre pourquoi les gens nous achètent des choses ou pourquoi ils ne les achètent pas. C'est une chose assez importante. Alors, il faut être à la fois commercial et à la fois versé dans la donnée. Je ne suis pas commercial, mais je suis plutôt versé dans la donnée. Donc moi, je peux apporter cet aspect-là et la personne en face qui, elle, est commerciale, comprendra avec ce que je vais lui apporter sa capacité nouvelle à faire les choses. Et en fait, quels que soient les aspects que vous apportez, si vous êtes IT spécialiste et que vous faites de la base de données, là, vous allez trouver votre compte parce que oui, data management, on en a absolument besoin. Et vous savez pourquoi les gens ont besoin de l'autre aspect. Donc, vous savez aussi pourquoi c'est fait juste par la suite. Pourquoi est-ce qu'on va fabriquer on va mettre en place les données de cette manière-là et pas autrement. Si vous êtes, comment dirais-je, vous faites de la business intelligence, vous êtes à l'autre bout de la chaîne, autrement dit, vous récupérez la donnée déjà préparée par d'autres et vous la rendez pour que les managers puissent prendre des décisions. Autrement dit, la vérité, vous la connaissez déjà. Vous savez juste qu'il faut fabriquer les KPI. Votre boulot, c'est de fabriquer des KPI et des data models. Du coup, vous avez besoin de ça pour savoir ce qui est fait avant, en amont. Si vous faites, par exemple, du data warehousing, vous avez besoin de savoir, c'est quoi mon attitude par rapport à tout ça. Si vous faites, par exemple, de la data security, OK, donc le RGPD va vous intéresser pas particulièrement, et surtout la monétisation et le RGPD, comment est-ce que je mets ça ensemble sous la même coupe? Parce que je vais avoir des commerciaux d'un côté, et moi, je fais attention à la sécurité, et surtout, je fais attention de ne pas me faire voler, parce que se faire voler, c'est juste criminel. Il s'agit quand même de nos données personnelles. Se les faire voler, c'est terrible, c'est affreux. On devrait être puni pour ça quand on se fait voler. Bon, on n'est pas forcément responsable, mais par contre, il faut quand même faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Si on est chef d'entreprise, du coup, on comprend, moi, mon activité, c'était ça, et finalement, je découvre que mon activité, c'est juste la moitié de ce que je fais. Je pourrais faire le double en ayant exactement la même activité, juste en ayant ce deuxième volet. Si je suis non pas le chef d'entreprise, mais financier dans l'entreprise, du coup, là, je peux découvrir subitement, OK, ça, ce seraient les implications. Si on fait ça comme ci, si on fait ça comme ça,
Si je suis RH, du coup, je peux découvrir, finalement, mes collaborateurs, je pourrais faire en sorte de mieux les organiser, de faire en sorte que ce soit plus adéquat, etc., tout en respectant les règles, donc, OK, etc. Donc ça, c'est ce que ça apporte. En fait, pour tous les gens dans l'entreprise, c'est une absolue nécessité de savoir, un, manager la data d'un côté, et deux, la monétiser, ou du moins la protéger et la monétiser. Ce sont les trois aspects. Manager, protéger, monétiser, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'apportent ces formations-là. C'est ce que vous pouvez faire chez vous. Et sur combien de temps dure cette formation? Il y a la version courte en 2 jours et la version longue en 3. Mais c'est tout. Donc franchement, ça va très vite, oui. Et aujourd'hui, à combien de personnes en même temps tu peux, en tout cas, faire cette formation, ou en tout cas apporter pour que ce soit le plus efficient possible aujourd'hui? Alors, je ne veux pas plus de 5 personnes en session, tout simplement parce que je veux qu'on ait le temps de discuter, tout simplement. Donc, j'ai pas, comment dirais-je, je remplis pas la mule, je mets ce qu'il faut. Par contre, ce que je veux, c'est qu'on puisse discuter, échanger et voir un peu comment c'est construit. Personnellement, j'apporte mon expérience, donc j'ai quand même pas 30 ans d'expérience, je commence à me faire vieux. Et de l'autre côté, j'ai des chefs d'entreprise qui ont 30 ans d'expérience, mais pas la même. Donc, du coup, c'est quand même très enrichissant pour nous deux, bien évidemment. Aujourd'hui, il suffit des compétences particulières, au minimum, pour pouvoir assister à des formations? Non. D'accord. On arrive directement avec son ordinateur, sa connexion. On n'a même pas besoin d'un logiciel, c'est juste ça. En fait, ce n'est pas technique, c'est juste sur les principes, sur l'organisation, etc. Et on arrive avec son expérience. Si on a une expérience de management IT, du coup, on a une expérience de management IT, on fait du SQL, on fait tout un tas de choses, on fait du NoSQL, de la big data, enfin bref, on fait tout un tas de choses. D'accord, très bien, mais manager, c'est important. Protéger, c'est important. Monétiser, ça l'est aussi. Voilà. Si on arrive avec des expériences commerciales, du coup, c'est ce qu'ils font juste en amont pour protéger et enrichir la donnée dont j'ai besoin juste après. Donc, du coup, on prend conscience de ce qui nous est nécessaire. D'accord, ok. On est chef d'entreprise, on a la responsabilité de sa boîte. Du temps, on n'en a pas beaucoup. 2 jours, on prend la version courte, évidemment. Et si on prend la version courte, du coup, on aura exactement manager, protéger, monétiser. Et c'est tout. Et là, du coup, on prend conscience de tout ce qu'on a à l'intérieur. Des entreprises qui existent depuis des dizaines d'années et qui, du coup, découvrent subitement que ils ont quand même encore un autre potentiel qu'ils n'avaient absolument pas, dont ils n'avaient absolument pas, comment dirais-je, conscience auparavant. D'accord. Et aujourd'hui, ces formations, est-ce que, du coup, elles sont finançables par un procédé particulier, comme on peut entendre aujourd'hui entre les Alors, les Français sont tout à fait chanceux. Vous avez les systèmes de financement de formation. Ça n'existe, enfin non, c'est pas vrai. Les Belges et les Luxembourgeois l'ont aussi, les Suisses en partie. Bon, les Luxembourgeois, c'est la moitié, point barre. Donc, c'est pas plus de la moitié financé. En France, c'est, pour ainsi dire, presque la totalité. Pas tout, mais presque. Enfin bref, une bonne partie. Parce qu'on reste quand même dans les normes, donc du coup, c'est faisable. Donc, pour l'entreprise, c'est tout à fait finançable. Et l'entreprise, évidemment, se fait rembourser en grande partie par les OPCO. D'accord. Okay, Chaque entreprise, de toute façon, paye des cotisations. Donc, il n'y a pas de... Puis, à terme, cette formation, les gains, c'est qu'à terme, en fonction de comment ils vont mettre ça en place, peuvent avoir aussi après un ROI sur leur partie, enfin, sur le fonctionnement également de ce qu'ils vont ressortir de cette formation ou les mettre en place. Oui, en fait, ils vont peut-être pas mettre en place, ils vont déjà avoir comment dirais-je, des lignes directrices qui vont commencer à naître, des choses, des idées qui vont commencer à naître. À partir de ce moment-là, bien évidemment, quand on a des idées, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on pourrait bien les mettre en place. Et là, du coup, là aussi, on peut intervenir. Donc, en d'autres termes, c'est une formation-information payée par l'État. Ce qui n'est pas négatif, parce que franchement, il y a ce système-là, n'existe nulle part ailleurs, franchement. Donc la France peut être vraiment chanceuse d'avoir tout ça. Les Allemands disent que Dieu vit en France.
D'accord. Gott lädt in Frankreich, genau. C'est une vieille expression allemande. Quand j'ai D'accord. entendu ça pour la première fois, je ne savais pas, j'étais pas au courant. En fait, oui, c'est ça. Ouais, donc, vous avez des systèmes qui n'existent nulle part ailleurs. Oui, ben, on est plutôt chanceux là-dessus. Aujourd'hui, si on est intéressé, on mettra dans la publication, donc cette vidéo sera republiée sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Si demain vous avez écouté cette vidéo, enfin regardé cette vidéo, pardon, et que ça vous intéresse, soit de contacter Didier parce que vous avez besoin d'être accompagné dans votre business, bah, vous l'appelez. Soit vous voulez faire une formation, bah, vous l'appelez également. Et aujourd'hui, Didier, quel est le moyen? On mettra en tout cas dans le post et les commentaires tes coordonnées, ou en tout cas un mail pour pouvoir te contacter. Et en tout cas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à écrire. Si un jour on veut t'écrire, quel est le moyen le plus simple de contacter facilement? Le mail, c'est le plus efficace. Oui, à l'ancienne. Eh ben, on mettra en tout cas le mail de Didier en lien pour que vous puissiez le contacter si le sujet vous intéresse ou si vous vous interrogez sur comment utiliser ma data dans l'entreprise, parce que c'est un vaste sujet. Souvent, on est un peu pas forcément accompagné de la même manière et comme dit Didier, c'est assez particulier, il faut quand même s'y connaître. On ne peut pas faire appel à n'importe qui. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'histoires, en tout cas de personnes qui se disent être spécialistes de ce domaine mais ne le sont pas. Vous pouvez soit vous faire arnaquer, soit ne pas avoir le bon interlocuteur en face de vous. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vraiment un spécialiste en face de moi qui est là. Ça fait un petit moment qu'on échange avec Didier. Et je sais qu'aujourd'hui, il peut clairement vous accompagner. J'ai eu pas mal d'exemples concrets. On n'a pas tout évoqué là pendant 7 heures parce que là, ça va faire à peu près 50 minutes qu'on est ensemble. Il y a encore plein d'autres anecdotes et plein d'autres cas concrets que Didier a. Mais c'est en tout cas très, très intéressant de la manière où on s'est mis en place. Moi, il m'a raconté des histoires complètement dingues qui m'ont fait, en tout cas, dire mais on peut vraiment faire ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu organiser ce live avec Didier. Et je remercie encore, en tout cas, de m'avoir fait confiance et de me suivre. Et on va continuer, en tout cas, à communiquer sur l'activité de Didier, sur l'entreprise. D'ailleurs, on n'a pas cité le nom de l'entreprise. Je vais te laisser dire l'entreprise pour pas que je l'écorche, parce que je ne pourrais pas dire le nom de ta société qui est Resquala. OK. Et qui, du coup, correspond. Pourquoi ce nom? En fait, fondamentalement, ça vient du grec ancien. D'accord. C'était le fait de se balader et de découvrir, de se balader et de découvrir la vérité, parce que la vérité était quelque chose de fondamental chez les Grecs, enfin, c'est un apprentissage. Et le scuola est donc passé dans toutes les langues européennes par le latin. Et donc, du coup, l'école, par exemple, ça vient de scuola, etc. Et le rescuola, c'est la revisite de ce fameux petit processus. Donc, voilà pourquoi rescuola. Magnifique. Un peu spécial, hein, mais bon. Mais beau. Non, mais j'aime bien en tout cas l'histoire qui est autour du nom. Chaque nom d'entreprise a une histoire. Et c'est ça qui est beau. Souvent, c'est pas juste un nom pour un nom. Et c'est, en tout cas, merci pour cette explication du nom de la société que moi aussi je trouve très jolie. Aujourd'hui, on n'a pas dit de montant de formation. Je vous laisserai en tout cas prendre contact avec Didier pour cela si l'information vous intéresse vraiment, vraiment. Et c'est vraiment une très, très bonne formation. Je vous invite vraiment à contacter Didier pour cela. Vous lui écrivez, vous l'appelez, il vous donnera les détails de cette formation, son contenu, comment ça peut vous faire gagner du temps demain. Et puis après, également, forcément, aussi de l'appeler si vous voulez vraiment optimiser votre business, vos process, votre production, passez par Didier. C'est vraiment, en tout cas, le bon choix aujourd'hui d'utiliser de la data ou de la donnée qui n'est pas utilisée chez vous et donc qui ne sert à rien. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup dans l'entreprise où c'est vraiment pas utilisé. Je vais laisser le mot de la fin à Didier. Moi, je pense que j'ai à peu près discuté tout ce que j'avais à dire. Je remercie encore Didier, je me répète, mais un grand, grand merci à toi, en tout cas, d'avoir été avec moi. Et je vais te laisser le mot de la fin. Alors, quel mot de la fin, du coup? Le mot de la fin, on ne l'a pas préparé. Alors, on a préparé plein de trucs, mais ça, j'avoue, on ne l'a pas préparé du tout. C'est un peu de la surprise que je fais pour mon cher Didier. D'accord, ok. Le mot de la fin, quasi-tout dans ces conditions. Voilà. Oui, bon, très bien. Bon, du coup, la donnée, on ne pourra pas l'éviter.
La data, la travailler, ce ne sera pas possible. Éviter l'IA, ce ne sera pas possible non plus. On n'y arrivera pas. Éviter les robots, ça ne marchera pas non plus. On ne pourra pas non plus les éviter. On ne pourra pas éviter tout ça. On n'a plus qu'un seul choix, soit le refuser complètement, soit l'accepter. Et si on l'accepte, du coup, c'est tout un apprentissage, c'est tout un changement, c'est toute une modification. Et cette modification, elle a vraiment une grande valeur, parce qu'elle permet effectivement à l'humain de ne pas rester passif face à quelque chose, tout simplement qu'il ne maîtrisera pas, mais véritablement prendre en main son destin d'entrepreneur ou son destin tout simplement d'humain au sein d'une entreprise. Donc voilà, ça c'est fondamental. La data n'est pas évitable. On ne pourra pas l'éviter. Il faut le faire, tout simplement. Il n'y a pas d'autres possibilités. Bah, voilà. C'est un peu... Ça, je trouve ça, c'est un mot de la fin, enfin, qui est voilà, un très très beau mot de la fin. En tout cas, voici une belle préconisation de Didier, clairement, qui pour moi est justifiée. Enfin, demain, on sait qu'on rentre on est enfin dans une nouvelle ère et qu'il faut l'admettre, l'accepter. Et en tout cas, voir demain plutôt qu'en barrière, c'est toujours d'avancer en regardant l'horizon. Et pour cela, eh ben, vous avez Didier qui est là et qui vous accompagne à voir demain, à voir plus loin. Et je vous invite vraiment à le contacter. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui nous ont suivis, de nous avoir regardés et écoutés lors de ce live. Cette vidéo sera partagée, sera republiée à maintes reprises, en tout cas sur les réseaux. Et puis, en tout cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain live. On parlera, il y a plein d'autres sujets, en tout cas d'économie, d'énergie, qui peuvent en tout cas intéresser la plupart d'entre vous, parce qu'on est tous dans la recherche d'économie, d'optimisation de temps, d'énergie. Et pour ça, j'ai plein d'autres partenaires encore qui seront ravis en tout cas de participer à ce live. Encore un grand merci Didier. Merci pour merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Didier, je te dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, on fera tout ça en tout cas, les coordonnées de Didier pour que vous puissiez contacter. Je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, il fait très chaud en France. Faites attention, hydratez-vous et mettez-vous à l'ombre. N'ayez pas l'impression que je suis seulement en Allemagne, hein, je suis aussi en France. Hein, j'ai une entreprise en France. Fais attention à toi parce que je pense qu'il fait très chaud. Il a commencé à faire très chaud hier dans l'Est. Mais c'est pareil, il fait très chaud ici aussi. Voilà, on a le même temps. C'est ça, on a le même temps. En France, faites attention à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Merci. Au revoir. Merci.